Le 23 septembre 1978, Laurent Garnier, un maçon de 32 ans, arrive comme chaque matin sur le chantier de rénovation d'un immeuble commercial dans le quartier de Vaise, à Lyon. C'est un homme ponctuel, méthodique, apprécié de ses collègues. Ce jour-là, il monte au 3e étage pour terminer un mur de séparation. À 17 heures, quand les ouvriers quittent le chantier, personne ne remarque son absence. C'est seulement lorsque sa femme Colette appelle le contremaître à 20 heures, inquiète de ne pas le voir rentrer, que l'alarme est donnée. Laurent Garnier a disparu sans laisser de traces. Ses outils sont restés sur place, sa veste accrochée au porte-manteau, mais lui s'est volatilisé. 40 ans plus tard, en 2018, lors de la démolition de ce même immeuble pour faire place à un complexe moderne, un ouvrier fait une découverte macabre. En abattant un mur du 3e étage, il découvre une cavité cachée. À l'intérieur, des ossements humains et un objet qui va tout changer. Une montre de poche en argent avec des initiales gravées. LG, Laurent Garnier. Comment un homme a-t-il pu disparaître sur son lieu de travail sans qu'aucune recherche ne le retrouve? Comment son corps a-t-il fini muré dans la structure même qu'il construisait? Et surtout, qui savait qu'il était là, derrière ce mur, pendant 40 années de silence? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, en 1978, est une ville en pleine transformation. Le quartier de Vaise, autrefois zone industrielle, voit surgir de nouveaux immeubles commerciaux. C'est une période de croissance économique, où le secteur du bâtiment emploie des milliers d'ouvriers. Laurent Garnier fait partie de cette génération de travailleurs qui ont reconstruit la France après-guerre. Né en 1946 à Villeurbanne, Laurent a appris le métier de maçon auprès de son père. À 20 ans, il obtient son certificat d'aptitude professionnelle et commence à travailler pour différentes entreprises de construction. C'est un homme solide, au visage marqué par le soleil et la poussière des chantiers. Ses mains calleuses témoignent de 15 années de travail acharné. Il mesure 1,78 m, porte toujours une casquette bleue usée et fume des gauloises pendant les pauses. Ses collègues le décrivent comme fiable, minutieux, quelqu'un sur qui on peut compter. Laurent n'a jamais fait un mur de travers, dira plus tard un ancien collègue. Il prenait son temps, mais le travail était toujours impeccable. En 1970, il épouse Colette Arnaud, une jeune couturière de 22 ans qu'il a rencontrée lors d'un bal populaire dans le 6e arrondissement. 2 ans plus tard, leur fils Marc naît. La petite famille vit dans un appartement modeste de la rue Marieton, à Vaise. Laurent gagne correctement sa vie, environ 2500 francs par mois, ce qui permet à Colette de travailler à mi-temps et de s'occuper de leur fils. L'appartement est petit mais chaleureux. 2 chambres, une cuisine où la famille prend ses repas, un salon avec un vieux canapé et une télévision noir et blanc. Les murs sont décorés de photos de famille et d'un crucifix, témoignage de leur éducation catholique traditionnelle. Laurent est un homme de routine. Chaque matin, il se lève à 6 heures, prend son café noir sans sucre, embrasse sa femme et son fils, puis part à vélo rejoindre le chantier. Il emporte toujours le même déjeuner, un sandwich au pâté, une pomme et une bouteille de vin rouge coupée d'eau. Sa montre de poche, cadeau de mariage de Colette, ne le quitte jamais. C'est une pièce en argent avec un couvercle gravé de leurs initiales entrelacées et de la date de leur mariage. Il la consulte régulièrement car il déteste être en retard. Cette montre représente pour lui l'engagement qu'il a pris envers sa famille, la ponctualité étant à ses yeux une forme de respect. Sur le chantier de la rue Sergent-Michel Berthet, Laurent travaille depuis mars 1978. L'entreprise Construction Moderne Lyonnaise a obtenu le contrat pour rénover un ancien entrepôt de 4 étages et le transformer en bureaux commerciaux. L'équipe compte une quinzaine d'ouvriers, dirigés par Henri Fontaine, le contremaître. Fontaine, 45 ans, est un homme autoritaire qui a la réputation d'être exigeant mais juste. Il connaît son métier et s'assure que les délais sont respectés. Grand,
Le visage buriné par des années passées sur les chantiers, il porte toujours un gilet de sécurité orange et un casque blanc qui le distingue des autres ouvriers. Sa voix porte loin quand il donne des ordres et personne ne conteste ses décisions, du moins pas ouvertement. Parmi les collègues de Laurent, il y a Yves Blanchard, un jeune maçon de 28 ans originaire de Roanne. Les deux hommes s'entendent bien et partagent souvent leur pause déjeuner. Yves admire l'expérience de Laurent et lui demande régulièrement des conseils techniques. Il y a aussi Robert Chevalier, 52 ans, un plombier qui travaille sur le chantier depuis le début, et André Moulin, électricien, qui a la réputation d'être bavard et de connaître tous les ragots du quartier. Georges Perrin, le gardien de nuit, qui tient le registre des entrées et sorties, est un ancien militaire strict sur les procédures. Il arrive à 18 h chaque soir et reste jusqu'à 6 h le matin, faisant des rondes régulières pour vérifier que personne ne vole de matériaux ou ne vandalise le chantier. L'atmosphère sur le chantier est généralement bonne. Les hommes plaisantent pendant les pauses, parlent de football et de leur famille. Le projet avance bien, avec seulement quelques retards mineurs dus à la livraison de matériaux. Les ouvriers respectent les horaires, de 8 h à midi, puis de 13h30 à 17 h, du lundi au vendredi. Le samedi, ils finissent à 15 h. Colette décrit son mari comme un homme calme, peu bavard mais affectueux avec son fils. Il aime bricoler à la maison le dimanche, réparer ce qui est cassé, construire des étagères. Le soir, après le dîner, il aide Marc avec ses devoirs avant de lire le journal ou d'écouter la radio. C'est un homme sans histoire, sans ennemis connus, sans dette. Il ne fréquente pas les bars, ne joue pas aux cartes, ne s'intéresse pas aux autres femmes. Sa vie est simple, ordonnée, prévisible. Le 22 septembre 1978, la veille de sa disparition, Laurent rentre chez lui à l'heure habituelle. Rien dans son comportement n'inquiète Colette. Il joue avec Marc, dîne normalement, regarde la télévision. Avant de se coucher, il prépare ses affaires pour le lendemain, comme toujours. Il embrasse sa femme et s'endort rapidement, fatigué par sa journée de travail. Personne ne pouvait imaginer que c'était la dernière nuit que Laurent Garnier passerait dans son lit auprès de sa famille. Le 23 septembre 1978 est un samedi. Le ciel est couvert, typique de l'automne lyonnais, avec une température autour de 15 degrés. Laurent se réveille à 6 h précises, comme tous les matins. Il enfile son bleu de travail, ses grosses chaussures de sécurité et sa casquette bleue. Dans la cuisine, Colette lui prépare son café pendant qu'il vérifie le contenu de sa musette. Son déjeuner, sa bouteille d'eau, son paquet de gauloises. Il glisse sa montre de poche dans la poche intérieure de sa veste. À 6h45, il embrasse Colette et Marc, qui dort encore dans sa chambre. « À ce soir », dit-il simplement. Ce sont les derniers mots que sa femme entendra de lui. Il descend les escaliers de l'immeuble, détache son vélo Peugeot bleu de la rampe où il l'attache chaque soir, et pédale vers le chantier. Le trajet dure 20 minutes. Plusieurs voisins le voient passer, comme chaque matin. Monsieur Dumas, le boulanger de la rue Marieton, le salue d'un geste de la main. Laurent arrive sur le chantier à 7h15. Le gardien, Georges Perrin, un retraité qui surveille le site la nuit et note les entrées et sorties, confirme son arrivée. Laurent signe le registre, comme tous les ouvriers. C'est une procédure standard instaurée par Henri Fontaine pour suivre les heures de travail. Le registre indique Laurent Garnier, 7h15, entrée. Les ouvriers se rassemblent dans la baraque de chantier pour le briefing matinal. Henri Fontaine distribue les tâches de la journée. Le samedi, l'équipe est réduite, seulement 8 hommes présents au lieu des 15 habituels. Laurent se voit confier la finition d'un mur de séparation au 3e étage. C'est un travail qu'il a commencé la veille et qu'il doit terminer avant la fin de la journée. Le mur sépare ce qui deviendra 2 bureaux différents. Yves Blanchard doit travailler au 2e étage sur une autre cloison. Il propose à Laurent de déjeuner ensemble, comme d'habitude. Laurent accepte avec un hochement de tête. Vers 8 h, chacun rejoint son poste. Laurent monte au 3e étage par l'escalier de service, transportant son seau de mortier et ses outils.
L'électricité n'est pas encore installée partout, mais des lampes de chantier fournissent un éclairage suffisant. À 9h30, André Moulin, l'électricien, monte au 3e étage pour vérifier des câblages. Il voit Laurent en train de poser des briques, concentré sur son travail. « Ça avance ?» lui demande-t-il. Laurent lève la tête, essuie son front avec son avant-bras. « Tranquillement, je devrais finir vers 16h, répond-il. André continue son inspection et redescend 10 minutes plus tard. C'est le dernier témoignage d'une personne ayant vu Laurent vivant et travaillant normalement. À midi, c'est la pause déjeuner. Les ouvriers descendent dans la cour du chantier où des tables de fortune ont été installées. Yves Blanchard attend Laurent, mais celui-ci ne se montre pas. Yves suppose qu'il a voulu avancer sur son mur et manger plus tard, ce qui arrive parfois quand un ouvrier veut terminer une section avant de faire une pause. Il n'y pense pas plus que ça. Henri Fontaine, le contremaître, passe l'après-midi entre le 1er et le 2e étage, vérifiant l'avancement des travaux. Il ne monte pas au 3e étage. À 13h, Robert Chevalier, le plombier, doit installer des tuyauteries au 4e étage. Il emprunte l'escalier et passe devant le 3e étage. Il entend le bruit caractéristique d'une truelle raclant du mortier. Il en déduit que Laurent travaille et ne s'arrête pas. À 15h, l'heure habituelle de fin de journée le samedi, les ouvriers commencent à ranger leurs outils. Yves Blanchard monte au 3e étage pour saluer Laurent avant de partir. Il trouve le poste de travail étrangement silencieux. Le seau de mortier est là, presque vide. Les outils de Laurent sont posés contre le mur. Sa truelle, son niveau à bulles, son marteau. Sa veste est accrochée à un clou planté dans une poutre en bois. Mais Laurent n'est nulle part. Yves descend rapidement et demande aux autres s'ils ont vu Laurent. Personne ne l'a croisé depuis le matin. Henri Fontaine monte au 3e étage avec Yves, ils inspectent l'espace. Le mur que Laurent devait terminer est effectivement terminé. Les briques sont posées jusqu'au plafond, le mortier est lisse et propre. Un travail parfait, comme Laurent savait le faire. Mais où est-il passé? Il a peut-être eu une urgence et il est parti rapidement, suggère Henri. C'est inhabituel. Laurent n'a jamais quitté un chantier sans prévenir. Mais il y a une première fois à tout. Les hommes inspectent les toilettes de chantier, les autres étages, la cour. Rien. Le vélo de Laurent est toujours attaché devant la baraque de chantier. Sa musette avec son déjeuner intact est dans la veste accrochée au 3e étage. Sa montre de poche? Non, sa montre n'est pas dans la veste. Henri vérifie le registre avec Georges Perrin, le gardien. Laurent n'est pas ressorti, confirme celui-ci. J'ai été là toute la journée, personne n'est passé depuis midi sans que je le note. Le registre le prouve. Toutes les sorties sont enregistrées, mais pas celles de Laurent. À 17h30, les ouvriers décident de rentrer chez eux. Henri dit qu'il va appeler Laurent chez lui pour vérifier. Peut-être y a-t-il une explication simple, mais au fond de lui, il sent que quelque chose ne va pas. Un homme ne laisse pas son vélo, sa veste, son déjeuner et disparaît dans la nature. Surtout pas un homme comme Laurent Garnier. À 20h, le téléphone sonne chez Henri Fontaine. C'est Colette Garnier, la voix tremblante. « Monsieur Fontaine, Laurent n'est pas rentré. Il est encore sur le chantier ?» Henri sent son estomac se nouer. « Madame Garnier, Laurent a quitté le chantier cet après-midi, » ment-il, pour ne pas l'inquiéter immédiatement. « Il n'est pas rentré du tout ?» Colette commence à paniquer. « Non, et ce n'est pas son genre. Il se passe quelque chose, j'en suis sûr. » Henri Fontaine promet de faire des vérifications et rappelle Colette 1 heure plus tard. Il retourne sur le chantier avec Georges Perrin. Ils inspectent de nouveau les lieux avec des lampes torches. Rien n'a changé. Les outils de Laurent, sa veste, son vélo, tout est là, sauf l'homme. À 21h30, Henri appelle la police. 2 gendarmes arrivent à 22h15. Ils prennent la déclaration de Henri, inspectent le chantier, notent les détails. Peut-être qu'il a eu un accident quelque part et qu'il est à l'hôpital, suggère l'un d'eux. On va vérifier. Ils appellent les hôpitaux de Lyon. L'Hôtel Dieu, l'hôpital Édouard Herriot, la clinique de la sauvegarde. Aucun patient correspondant au signalement de Laurent Garnier n'a été admis dans la journée. À 23h, les gendarmes se rendent au domicile de Laurent. Colette ouvre la porte, le visage défait. « Vous l'avez trouvé ?» Les gendarmes secouent la tête. Ils posent des questions.
Laurent avait-il des problèmes? Des dettes? Des ennemis? Était-il dépressif? Colette répond non à tout. Son mari était un homme heureux, sans histoire. Il ne serait jamais parti sans me prévenir. Jamais. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1978, Laurent Garnier est officiellement porté disparu. Marc, 8 ans, ne comprend pas pourquoi son père n'est pas rentré. Colette, incapable de dormir, reste assise dans la cuisine, fixant la porte, espérant entendre la clé tourner dans la serrure. Mais Laurent Garnier ne rentrera pas, ni ce soir-là, ni les soirs suivants. Il est devenu, en l'espace de quelques heures, un homme qui n'existe plus que dans les mémoires et dans un dossier de police qui va se couvrir de poussière pendant 40 années. L'enquête officielle commence le lundi 25 septembre 1978. L'inspecteur Jean Mercier, de la police judiciaire de Lyon, est chargé du dossier. C'est un homme de 42 ans, méthodique, qui a déjà traité plusieurs affaires de disparition. Mais celle de Laurent Garnier le trouble immédiatement. Un homme ne disparaît pas simplement de son lieu de travail, en plein jour. L'inspecteur Mercier interroge tous les ouvriers présents sur le chantier le 23 septembre. Leurs témoignages sont cohérents, mais n'apportent rien de nouveau. Oui, Laurent était au travail le matin. Non, personne ne l'a vu partir. Non, il ne semblait pas inquiet ou perturbé. Yves Blanchard, particulièrement affecté, répète qu'il aurait dû monter plus tôt au 3e étage, qu'il aurait peut-être pu aider son ami. Le chantier est passé au peigne fin. Les policiers inspectent chaque recoin, chaque pièce, chaque placard. Ils vérifient les sous-sols, les combles, les anciennes cuves de l'entrepôt. Ils sondent même la cour pour voir si le sol a été récemment remué. Rien. Laurent Garnier s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Sa veste et ses outils sont saisis comme pièces à conviction, mais ils ne révèlent aucun indice. L'hypothèse d'une fugue volontaire est rapidement écartée. Laurent n'a emporté ni argent, ni vêtements, ni papier d'identité. Son compte bancaire n'a montré aucune activité depuis sa disparition. Il n'a contacté personne, ni sa famille, ni ses amis. Pour Colette, c'est impensable. Mon mari ne nous aurait jamais abandonnés, Marc et moi. Il adorait son fils. Une autre piste est explorée, celle du crime. Laurent aurait-il été victime d'une agression? Mais pourquoi sur un chantier en plein jour, avec des collègues dans les environs? Et surtout, où est le corps? Les enquêteurs vérifient les antécédents de tous les ouvriers présents ce jour-là. Aucun n'a de casier judiciaire inquiétant. Henri Fontaine est particulièrement scruté, en tant que dernier responsable à avoir vu Laurent vivant. Mais rien ne le relie à la disparition. Les semaines passent, l'affaire est relayée dans les journaux locaux. La photo de Laurent Garnier apparaît dans Le Progrès avec l'appel à témoins. Avez-vous vu cet homme? Quelques témoignages arrivent, mais aucun n'est pertinent. Quelqu'un pense avoir vu Laurent dans une gare, un autre dans un café à Villefranche-sur-Saône. Toutes ces pistes mènent à des impasses. Pour Colette, la vie devient un cauchemar éveillé. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que son père a disparu sans raison? Marc demande chaque soir quand papa va rentrer. Au début, Colette répond « Bientôt, mon chéri ». Mais au fil des semaines, elle ne sait plus quoi dire. Elle doit continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins, mais elle ne peut plus se concentrer. Chaque fois que le téléphone sonne, elle sursaute, espérant une nouvelle. Elle garde la chambre de Laurent intacte, ses vêtements dans l'armoire, ses pantoufles près du lit, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Les voisins compatissent au début, puis avec le temps, ils évitent le sujet. La douleur de Colette devient embarrassante pour les autres, un rappel inconfortable de la fragilité de l'existence. Les parents de Laurent, âgés et en mauvaise santé, ne supportent pas le choc. Son père, André Garnier, meurt d'une crise cardiaque en janvier 1979. Sa mère, Marie, sombre dans une dépression profonde et sera placée en maison de retraite 2 ans plus tard. Ils sont morts sans savoir ce qui est arrivé à leur fils, dira Colette des années après. 6 mois après la disparition, en mars 1979, l'enquête piétine. L'inspecteur Mercier doit l'admettre. Encore, sans témoin, sans mobile apparent,
L'affaire est dans l'impasse. Le dossier n'est pas classé officiellement, mais il rejoint la pile des affaires non résolues. Mercier continue à y penser de temps en temps, frustré de ne pas avoir trouvé de réponse. Le chantier de la rue Sergent-Michel Berthet se termine en juin 1979. L'immeuble rénové ouvre ses portes et accueille ses premiers locataires. Un cabinet d'avocats, une agence d'assurance, un cabinet médical. La vie reprend son cours. Personne parmi les nouveaux occupants ne sait qu'un homme a disparu dans ses murs. Henri Fontaine quitte Lyon en 1980 pour prendre sa retraite à Grenoble. Il emporte avec lui le poids d'un secret qu'il ne partagera jamais complètement. Yves Blanchard continue à travailler comme maçon, mais il ne retourne jamais sur un chantier à Vaise. Trop de mauvais souvenirs, dit-il simplement. Pour Colette, les années sont une succession de faux espoirs et de déceptions. En 1982, 4 ans après la disparition, un corps non identifié est retrouvé dans la Saône. Elle doit se rendre à la morgue pour l'identifier. Ce n'est pas Laurent. En 1985, un appel anonyme prétend savoir où se trouve Laurent. La police suit la piste, mais c'est encore une impasse. Marc grandit sans père. À 16 ans, en 1986, il abandonne l'école et commence à travailler comme apprenti mécanicien. Il est en colère contre le monde entier, contre ce père qui est parti sans explication, contre cette vie qui leur a été volée. Colette fait ce qu'elle peut, mais la relation avec son fils est difficile. « Tu ne comprends pas », lui reproche Marc. « Toi, au moins, tu as eu des années avec lui. » En 1990, 12 ans après la disparition, Colette prend une décision difficile. Elle fait une demande officielle pour que Laurent soit déclaré juridiquement absent. C'est une démarche administrative complexe, douloureuse, qui force à accepter qu'il ne reviendra probablement jamais. Le jugement d'absence est prononcé en 1991. Laurent Garnier est considéré comme légalement absent, mais pas mort. Cette distinction est importante pour Colette. Tant qu'il n'y a pas de corps, il y a de l'espoir. Les années 2000 arrivent. Marc est maintenant un homme de 30 ans, marié avec 2 enfants. Il n'a pratiquement aucun souvenir de son père, juste des images floues et les histoires que sa mère lui raconte. Colette, 64 ans, en 2008, vit toujours dans le même appartement de la rue Marietton. Elle a gardé toutes les affaires de Laurent, ses vêtements, ses outils récupérés après l'enquête, les photos de leur mariage. La chambre est restée intacte, comme si Laurent allait rentrer d'un jour à l'autre. Parfois, Colette passe devant l'immeuble de la rue Sergent-Michel Berthet. Elle lève les yeux vers le 3e étage, se demandant ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il est là-bas, quelque part, pense-t-elle souvent. Je le sens. Mais cette intuition, aussi forte soit-elle, ne peut rien changer à la réalité. Laurent Garnier a disparu et personne ne sait où il se trouve. En 2010, l'inspecteur Jean Mercier prend sa retraite. Le dossier Garnier est l'une de ces affaires non résolues qui le hantent le plus. « J'aurais dû chercher plus loin », confie-t-il à un collègue lors de son pot de départ. La réponse était là, quelque part. Je ne l'ai juste pas vue. Il avait raison. La réponse était là, derrière un mur du 3e étage, à quelques mètres de l'endroit où les policiers avaient cherché pendant des jours en 1978. Mais elle allait rester cachée encore 8 années de plus. En février 2018, 40 ans après la disparition de Laurent Garnier, l'immeuble de la rue Sergent-Michel Berthet est vendu à un promoteur immobilier. Le bâtiment, vieillissant et ne répondant plus aux normes de sécurité modernes, doit être démoli pour laisser place à un complexe résidentiel et commercial contemporain. Les derniers locataires quittent les lieux en mars. En avril, les travaux de démolition commencent. L'entreprise chargée de la démolition est Démolition Rhône-Alpes, une société basée à Villeurbanne. Le chef de chantier, Karim Benali, 48 ans, supervise une équipe de 12 ouvriers. C'est un travail méthodique qui doit se faire étage par étage, en récupérant les matériaux recyclables et en vérifiant l'absence d'amiante avant chaque phase de destruction. Le 15 mai 2018, l'équipe commence à démolir le 3e étage. Sofiane Aziz, un ouvrier de 32 ans, utilise un marteau-piqueur pour abattre les cloisons.
C'est un travail bruyant, poussiéreux, répétitif. Vers 11 heures du matin, Sofiane attaque un mur de séparation situé exactement là où Laurent Garnier travaillait le jour de sa disparition. Ce mur a été construit en septembre 1978. En frappant les briques, Sofiane sent que quelque chose ne va pas. Le mur sonne creux à un endroit précis, ce qui est inhabituel pour une construction de cette époque. Il arrête son marteau-piqueur et appelle son collègue, Mehdi Laroui. « Viens voir ça », dit-il. « Ce mur, il y a quelque chose de bizarre. » Les deux hommes inspectent la paroi. Effectivement, en tapant avec la main, ils entendent un son différent, sur environ 1 mètre carré. « Peut-être une ancienne conduite », suggère Mehdi, ou un espace technique. Ils décident de continuer prudemment, en enlevant les briques une par une plutôt que d'utiliser le marteau-piqueur. Après avoir retiré plusieurs rangées de briques, ils découvrent qu'il existe effectivement une cavité derrière le mur. Ce n'est pas un conduit technique, c'est un espace vide, fermé de tous côtés. Sofiane utilise sa lampe torche pour éclairer l'intérieur. Ce qu'il voit le fait reculer brusquement. Putain, il devient blême. Appelle le chef, tout de suite. Karim Ben Ali arrive en courant. Qu'est-ce qui se passe? Sofiane, les mains tremblantes, lui tend la lampe. Regardez là-dedans, je crois qu'il y a un corps. Le chef de chantier se penche et dirige la lumière dans la cavité. Son sang se glace. À l'intérieur, partiellement recouvert de poussière et de débris, se trouve un squelette humain en position assise, le dos contre la paroi du fond, les jambes repliées. Karim sort immédiatement son téléphone portable et appelle la police. « Police, secours. J'ai besoin que vous veniez immédiatement rue Sergent Michel Berthet à Lyon, 3e arrondissement. On vient de trouver des restes humains dans un mur qu'on démolissait. » Il ordonne à ses hommes d'évacuer l'étage et de ne toucher à rien. À 11h45, 2 voitures de police arrivent sur le chantier. Les agents sécurisent le périmètre et montent au 3e étage. La découverte est confirmée. Il s'agit bien de restes humains. À 12h30, c'est l'identité judiciaire et un médecin légiste qui arrivent. Le docteur Hélène Morin, médecin légiste expérimenté, examine la scène avec minutie. « Les ossements sont anciens », déclare-t-elle après un premier examen. « Plusieurs décennies, à vue de nez. Le corps a été placé ici avant que le mur ne soit terminé. » Elle remarque quelque chose qui brille faiblement dans la cavité. Avec des gants, elle récupère l'objet. C'est une montre de poche en argent, ternie par le temps mais toujours intacte. Le couvercle est gravé d'initiales entrelacées. LG. Le commandant Julien Roussel, de la police judiciaire de Lyon, est appelé sur place. À 54 ans, il a presque 30 ans d'expérience, mais cette découverte le perturbe. Un corps muré dans un immeuble commercial, c'est extrêmement rare. Il faut vérifier les dossiers de personnes disparues, dit-il à son adjoint, le lieutenant Sophie Garnier. Le nom de famille est une coïncidence troublante. L'après-midi même, une recherche dans les archives révèle un dossier correspondant. Laurent Garnier, disparu en septembre 1978, exactement dans cet immeuble, exactement au 3e étage. La montre gravée correspond à la description donnée par sa femme lors de la disparition. Le commandant Roussel sent l'adrénaline monter. Après 40 ans, ils ont peut-être trouvé la réponse. Il demande à son équipe de retrouver tous les documents liés à l'affaire, les plans du chantier de 1978, les photos prises lors de l'enquête initiale, les témoignages. Tout doit être examiné avec un regard nouveau. Les experts légistes commencent leur travail minutieux. Photographier les ossements in situ, documenter la position exacte du corps, récupérer chaque élément pour analyse. C'est un processus qui prendra plusieurs jours. Mais trouve-t-on un corps ou trouve-t-on des questions? Comment Laurent Garnier a-t-il fini dans ce mur? A-t-il été victime d'un accident terrible et absurde ou y a-t-il eu un acte criminel? Et si c'est un crime, qui était responsable? Le meurtrier est-il toujours en vie? Peut-il être traduit en justice après tant d'années? Le commandant Roussel sait qu'il doit maintenant accomplir la tâche la plus difficile, informer la famille. Colette Garnier a 70 ans. Elle attend depuis 40 ans de savoir ce qui est arrivé à son mari.
Cette nouvelle va lui apporter à la fois un soulagement et une douleur renouvelée. La vérité, même terrible, est parfois préférable à l'incertitude. Mais quelle vérité va-t-il découvrir? Le 16 mai 2018, à 9 heures du matin, le commandant Roussel et la lieutenant Garnier se présentent au domicile de Colette, toujours rue Marietton. C'est Marc, son fils, qui ouvre la porte. Il a maintenant 48 ans, les cheveux grisonnants, le visage marqué par une vie de travail. « Police judiciaire », annonce Roussel en montrant sa carte. « Nous devons parler à Madame Colette Garnier. C'est au sujet de son mari. » Marc sent ses jambes se dérober. Pendant 40 ans, il a attendu ce moment. Colette, assise dans le salon, se lève lentement. « Vous l'avez retrouvé, dit-elle simplement. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Elle le savait, elle l'a toujours su. » Le commandant Roussel explique la découverte avec tact, mais sans ambiguïté. Des restes humains ont été trouvés dans l'immeuble où Laurent travaillait. Une montre de poche avec ses initiales a été retrouvée. L'identification formelle nécessitera une analyse ADN, mais tout indique qu'il s'agit de Laurent Garnier. Colette écoute sans pleurer. Elle est au-delà des larmes. « Il était là depuis le début », murmure-t-elle. « Tout ce temps, il était là. » Marc, lui, est submergé par l'émotion. Colère, tristesse, soulagement se mélangent. Comment c'est possible qu'on ne l'ait pas trouvé à l'époque? Le commandant Roussel ne peut pas encore répondre. C'est précisément ce qu'il doit découvrir. L'enquête s'intensifie. Le docteur Morin effectue une analyse complète des restes. Le squelette est complet, ce qui est inhabituel. Le corps n'a jamais été déplacé, explique-t-elle. Il est resté exactement où il a été placé initialement. L'examen révèle une fracture du crâne à l'arrière, côté gauche. Un traumatisme crânien violent, précise-t-elle. Ça pourrait être la cause du décès, mais impossible d'être catégorique après 40 ans. La datation au carbone 14 confirme que le décès remonte à la fin des années 70. L'analyse ADN, comparée avec un échantillon prélevé chez Marc, confirme l'identité. Laurent Garnier. Le mystère de sa disparition est résolu, mais un nouveau mystère apparaît. Comment et pourquoi est-il mort? Le commandant Roussel épluche le dossier original de 1978. L'inspecteur Mercier, bien que retraité, est contacté. Il arrive au commissariat visiblement bouleversé. « J'ai cherché partout », dit-il, la voix brisée. « Partout, sauf dans les murs. Comment aurais-je pu imaginer ?» Roussel le rassure, personne n'aurait pensé à chercher là. Mercier fournit la liste des personnes interrogées à l'époque. Beaucoup sont décédées, mais certaines vivent encore. Henri Fontaine, le contremaître, a 85 ans et vit dans une maison de retraite à Grenoble. Yves Blanchard, le collègue proche de Laurent, a maintenant 68 ans et vit toujours à Lyon. C'est par lui que Roussel commence. Yves Blanchard reçoit les policiers dans son appartement du 9e arrondissement. Il est visiblement choqué par la nouvelle. Laurent, muré, « Mon Dieu !» Il répète ce qu'il a déclaré en 1978. Il n'a rien vu de suspect ce jour-là, mais le commandant Roussel remarque quelque chose dans son attitude. Une nervosité, un regard fuyant. « Monsieur Blanchard, je dois vous poser une question difficile. Avez-vous caché quelque chose lors de votre premier témoignage ?» Yves reste silencieux pendant de longues secondes, puis les larmes lui montent aux yeux. « J'avais peur », finit-il par avouer. « J'avais 28 ans, j'étais marié, j'avais un bébé. Je ne voulais pas avoir de problème. » Il prend une profonde inspiration. Ce jour-là, vers 13h30, je suis monté au 3e étage chercher un outil que j'avais laissé le matin. En arrivant, j'ai entendu des voix, une dispute. Je me suis caché instinctivement. J'ai reconnu la voix de Laurent et celle de Henri Fontaine. Le commandant Roussel se redresse. Qu'est-ce qu'il disait ? Laurent accusait Henri de voler sur le chantier. Il disait qu'il avait vu Henri charger des sacs de ciment et des briques dans un camion la nuit précédente. Henri niait, il était furieux. Il disait que Laurent ne comprenait rien, que c'était pour arranger les comptes du chantier, que tout le monde faisait ça. Laurent a dit qu'il allait en parler au patron de l'entreprise. Henri l'a attrapé par le bras, Laurent s'est dégagé violemment. J'ai entendu un bruit sourd, comme quelque chose qui tombe. Puis, le silence. « Et vous n'avez rien fait ?»
J'ai eu peur, commandant. Une peur terrible. Je me suis dit que peut-être Laurent était juste tombé, qu'il allait se relever. Je suis redescendu sans bruit et je suis parti du chantier. Quand on a découvert sa disparition le soir même, j'aurais dû parler. Mais Henri Fontaine était là. Il m'a regardé d'une façon... Je savais qu'il savait que j'avais pu entendre quelque chose. J'ai eu peur pour ma vie, pour ma famille. Alors j'ai menti. J'ai menti pendant 40 ans. Le témoignage de Yves Blanchard change tout. Henri Fontaine passe du statut de témoin à celui de suspect principal. Le commandant Roussel et son équipe se rendent immédiatement à Grenoble, à la résidence Les Cèdres, où vit Fontaine. C'est un homme diminué par l'âge qui se déplace en fauteuil roulant depuis un AVC en 2015. Mais son esprit est clair. Quand les policiers lui annoncent qu'on a retrouvé le corps de Laurent Garnier, son visage devient livide. « Où ?» demande-t-il faiblement. « Dans le mur que vous lui aviez ordonné de construire ce jour-là » répond Roussel. Le silence qui suit est écrasant. Henri Fontaine ferme les yeux. « J'ai attendu ce moment pendant 40 ans », finit-il par dire. « Chaque jour, je savais que ça finirait par arriver. On ne peut pas enterrer la vérité éternellement. » Il regarde le commandant. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je vais tout vous raconter. Je suis un vieil homme. Je n'ai plus rien à perdre. Et Laurent Garnier mérite qu'on sache la vérité. » Dans la petite chambre de la maison de retraite, Henri Fontaine confesse. Il confirme les faits rapportés par Yves. Il détournait des matériaux du chantier pour les revendre. « Pas grand-chose », se défend-il faiblement. « Quelques sacs de ciment, des briques, ça se faisait couramment à l'époque. » Laurent l'a surpris et menacé de le dénoncer. Je paniquais. Si le patron apprenait ça, je perdais mon travail, ma réputation. J'avais une famille, des crédits. Je l'ai supplié de ne rien dire. Laurent refusait. Il disait que c'était du vol, que ce n'était pas juste pour les autres ouvriers. On s'est disputé. Je l'ai attrapé, il s'est débattu. Et alors, sa voix se brise. Il est tombé en arrière. Sa tête a heurté un billot de bois qui servait de support. Il y a eu un craquement horrible. Il s'est effondré. J'ai essayé de le ranimer, mais il ne respirait plus. Henri Fontaine continue, la voix tremblante. J'ai paniqué complètement. J'ai réalisé que ma vie était finie. Accident ou pas, on m'accuserait. Et puis j'ai regardé le mur que Laurent construisait. Il était presque terminé, mais il manquait encore 2 rangées de briques. J'ai eu cette idée terrible. Le commandant Roussel écoute, fasciné et horrifié à la fois. Henri Fontaine continue son récit d'une voix monocorde, comme s'il récitait une confession préparée depuis des décennies. J'ai traîné le corps de Laurent derrière le mur, dans l'espace qui restait avant de le fermer complètement. C'était un espace d'environ 1 mètre sur 1 mètre, prévu pour laisser passer des câbles électriques plus tard. J'ai positionné Laurent assis, le dos contre le mur du fond, les jambes repliées. Sa montre de poche était tombée de sa veste pendant que je le déplaçais. Je l'ai ramassée et je l'ai glissée dans sa main. « Pourquoi la montre ?» demande la lieutenant Garnier. « Je ne sais pas » répond Henri. Un geste stupide, peut-être un remords. Cette montre, c'était toute sa vie, sa famille. Je ne pouvais pas la jeter. Il s'essuie les yeux. Ensuite, j'ai travaillé comme un fou. J'ai mélangé du mortier, j'ai posé des briques, rangée après rangée, jusqu'à ce que l'espace soit complètement fermé. Ça m'a pris environ 2 heures. Je connaissais mon métier. J'ai fait un travail parfait, invisible. Le mur avait l'air d'avoir été construit d'un seul bloc. J'ai nettoyé tout le sang sur le billot. Je l'ai jeté dans une benne de déchets. J'ai rangé les outils de Laurent, accroché sa veste. J'ai fait en sorte que tout ait l'air normal. Quand les autres ouvriers sont montés à 15 heures, j'étais calme. Enfin, en apparence. À l'intérieur, j'étais mort de peur. Le commandant Roussel pose la question cruciale. Et le registre d'entrées et sorties. Pourquoi n'avez-vous pas falsifié une sortie pour Laurent? Henri secoue la tête. J'y ai pensé, mais c'était trop risqué. Georges Perrin, le gardien, notait tout scrupuleusement. Si j'avais ajouté une sortie pour Laurent, il aurait fallu falsifier sa signature, et ça aurait pu être détecté. J'ai parié sur le fait que tout le monde supposerait que Laurent était parti d'une manière ou d'une autre sans signer, peut-être par une sortie secondaire. Et ça a marché. L'enquête s'est concentrée sur où Laurent était allé après avoir quitté le chantier, pas sur le fait qu'il ne l'avait jamais quitté. Et Yves Blanchard,
demande Roussel. Vous saviez qu'il avait entendu? Je l'ai vu redescendre rapidement cet après-midi-là. Son visage était blanc comme un linge. J'ai compris qu'il avait peut-être entendu quelque chose. Quand la police a commencé à interroger tout le monde, je l'ai pris à part. Je ne l'ai pas menacé directement, mais je lui ai fait comprendre que s'il parlait, il deviendrait complice, qu'on pourrait l'accuser d'avoir aidé à cacher un corps. Il était jeune, il avait peur, il n'a rien dit. Henri Fontaine prend une longue inspiration. Les mois qui ont suivi ont été un enfer. Chaque fois que le téléphone sonnait, je pensais que c'était la police. Chaque fois qu'on frappait à ma porte, je m'attendais à être arrêté. Mais les jours sont passés, puis les semaines, les mois, les années. L'enquête s'est enlisée, le chantier s'est terminé. La vie a continué. J'ai déménagé à Grenoble en 1980, officiellement pour être près de ma fille qui y vivait. Mais en réalité, pour fuir Lyon et ses fantômes. Mais Laurent m'a suivi. Dans mes cauchemars, je le voyais derrière ce mur, me regardant. J'entendais le bruit de sa tête heurtant le billot, encore et encore. La lieutenant Garnier pose une question qui lui brûle les lèvres depuis le début. Vous n'avez jamais pensé à vous rendre? À avouer? Henri rit amèrement. Chaque jour pendant 40 ans. Mais j'étais lâche, je le suis toujours. Je me disais que Laurent était mort, que rien ne pouvait le ramener, que détruire ma vie et celle de ma famille ne servirait à rien. Je me suis convaincu que c'était un accident, que je n'étais pas vraiment un meurtrier, mais je l'étais. Pas pour avoir causé sa mort, mais pour avoir caché son corps, pour avoir volé à sa famille la possibilité de faire leur deuil. Le commandant Roussel sort une photo de sa poche. C'est une photo récente de Colette Garnier. Cette femme a attendu 40 ans. Elle a regardé la porte chaque soir, espérant voir son mari rentrer. Elle a élevé son fils seul, en se demandant constamment ce qui était arrivé. Son fils n'a pratiquement aucun souvenir de son père. Vous leur avez volé bien plus qu'un corps. Vous leur avez volé la vérité, la fermeture, la paix. Henri regarde la photo, les larmes coulant librement maintenant. Je sais, Dieu sait que je le sais. Si je pouvais revenir en arrière, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est assumer ce que j'ai fait. Roussel range la photo. Henri Fontaine, je vous arrête pour homicide involontaire et recel de cadavre. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Il fait signe à 2 policiers qui attendent à l'extérieur de la chambre. Henri hoche la tête. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je plaiderai coupable. C'est la seule chose juste qui me reste à faire. Avant de quitter la chambre, il regarde une dernière fois par la fenêtre. Dites à Madame Garnier, dites-lui que Laurent n'a pas souffert, que ça a été instantané. Dites-lui que même dans mes pires moments, j'ai toujours su qu'il était l'homme juste et que j'étais le lâche. Dites-lui que je suis désolé, même si ça ne veut plus rien dire après tant d'années. Le trajet de retour vers Lyon se fait dans le silence. La lieutenant Garnier regarde le paysage défiler par la fenêtre. 40 ans, murmure-t-elle. Il a vécu avec ça pendant 40 ans. Le commandant Roussel hoche la tête. Le pire, c'est qu'il avait raison sur une chose. Si Laurent n'était pas mort sur le coup, les 2 heures qu'il a passées à murer son corps auraient pu le sauver. Fontaine n'a même pas vérifié. Il était trop occupé à se protéger. Vous pensez que c'était vraiment un accident? Demande la lieutenant. Roussel réfléchit. La fracture du crâne correspond à sa version des faits. Laurent est tombé en arrière, a heurté un objet dur. Médicalement, c'est plausible. Mais moralement, Fontaine avait le choix d'appeler les secours, de se rendre. Il a choisi de protéger son petit commerce de matériaux volés. Il a choisi de construire un tombeau. Accident ou meurtre, quelle différence après 40 ans? Dans les jours qui suivent, l'affaire fait la une des journaux. Le mystère du maçon disparu enfin résolu. Titre, Le Progrès. L'histoire bouleverse la France. Comment un homme peut-il disparaître sur son lieu de travail et rester caché dans un mur pendant 40 ans? Comment un être humain peut-il vivre avec un tel secret? Colette accepte de donner une interview. Face aux caméras, elle dit simplement « Pendant 40 ans, j'ai espéré qu'il reviendrait. Maintenant, je sais qu'il ne reviendra jamais. Mais au moins, je sais. Et je peux enfin pleurer, vraiment pleurer, parce que j'ai la certitude. C'est terrible et c'est libérateur en même temps. »
Marc, son fils, est plus amer. Henri Fontaine a eu 40 ans de plus que mon père. 40 ans de vie, de famille, de liberté. Pendant que mon père pourrissait dans un mur, cet homme vivait sa vie. Quelle justice y a-t-il à ça? Le procès de Henri Fontaine s'ouvre le 12 novembre 2018 devant la cour d'assises du Rhône, à Lyon. L'accusé, maintenant 86 ans, arrive en fauteuil roulant accompagné de ses avocats. La salle d'audience est bondée. Les médias du monde entier couvrent ce procès extraordinaire. Un homme jugé pour des faits commis 40 ans auparavant. Le procureur, maître Julien Deschamps, présente le dossier avec précision. Messieurs, mesdames les jurés, nous sommes ici pour juger un homme qui a privé une famille de la vérité pendant 4 décennies. Henri Fontaine affirme qu'il s'agit d'un accident. Admettons. Mais cacher un corps, murer un être humain, mentir à la police, terroriser un témoin, n'est-ce pas là le vrai crime? La défense, assurée par maître Claire Arnaud, adopte une stratégie différente. Henri Fontaine a commis une erreur terrible, c'est indiscutable. Mais c'était un homme de 45 ans, pris de panique, qui a pris la pire décision de sa vie. Il ne nie rien. Il a avoué, spontanément. Il a porté ce poids pendant 40 ans. N'est-ce pas une forme de punition en soi? Les témoignages se succèdent. Yves Blanchard, 68 ans, monte à la barre. Il décrit la scène qu'il a entendue. Sa peur, son silence coupable. J'aurais dû parler, j'étais jeune, mais ce n'est pas une excuse. J'ai laissé Madame Garnier souffrir dans l'incertitude. J'ai laissé Marc grandir sans savoir. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Le procureur ne poursuit pas Blanchard. Après 40 ans, la prescription s'applique pour sa non-assistance. Mais le poids de sa conscience est évident. Le docteur Hélène Morin, médecin légiste, présente son rapport. La fracture du crâne de la victime est cohérente avec un choc contre un objet dur et anguleux. Elle aurait pu causer une perte de conscience immédiate et la mort en quelques minutes. Il n'y a aucune autre blessure défensive, ce qui suggère que M. Garnier n'a pas eu le temps de se protéger ou de lutter. Donc, il aurait pu être sauvé si Fontaine avait appelé les secours, demande le procureur. Difficile à dire avec certitude après 40 ans, mais oui, une intervention médicale rapide aurait peut-être pu le sauver. Le peut-être est important. Colette Garnier monte à la barre. À 70 ans, elle porte une robe noire sobre. Sa voix est ferme malgré l'émotion. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans l'espoir. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois qu'on frappait à la porte, je pensais « c'est lui, il est revenu ». J'ai imaginé 1000 scénarios. Peut-être qu'il avait perdu la mémoire, peut-être qu'il avait été kidnappé et qu'il s'était échappé, peut-être qu'il avait eu un accident et qu'il était dans un hôpital quelque part. L'espoir vous garde en vie, mais il vous torture aussi. Elle regarde Henri Fontaine directement. Monsieur Fontaine, vous m'avez volé la possibilité de pleurer mon mari correctement. Vous m'avez volé les funérailles. Vous avez fait de mon fils un orphelin sans tombe à visiter. Mais le pire, c'est que vous avez transformé ma vie en un purgatoire d'incertitude. Est-ce qu'il allait bien? Est-ce qu'il pensait à nous? Pourquoi était-il parti? Ces questions m'ont rongé pendant des décennies. Aujourd'hui, j'ai enfin les réponses. Elles sont terribles, mais elles me libèrent. Henri Fontaine pleure ouvertement. Madame Garnier, commence-t-il. Mais elle l'interrompt. Je ne vous pardonne pas, je ne peux pas, mais je comprends que vous étiez un homme faible qui a pris une décision terrible. Vous avez détruit ma vie, mais vous avez aussi détruit la vôtre. Vous avez vécu 40 ans en enfer. C'est peut-être ça, la vraie punition. Marc Garnier témoigne ensuite. Son témoignage est plus dur, plus direct. J'avais 8 ans quand mon père a disparu. J'ai passé mon enfance à me demander si c'était ma faute, si j'avais été un meilleur fils. Serait-il resté? J'ai grandi en colère, en me battant contre le monde entier. J'ai fait souffrir ma mère alors qu'elle était la seule victime innocente dans tout ça. Monsieur Fontaine, vous ne m'avez pas seulement volé mon père. Vous m'avez volé mon enfance, mon innocence, ma capacité à faire confiance aux autres. Le moment le plus intense du procès arrive quand Henri Fontaine lui-même prend la parole. Sa voix est faible, mais ses mots portent.
Je ne vais pas demander votre pardon, je ne le mérite pas. Je ne vais pas vous dire que j'étais un bonhomme qui a fait une erreur. La vérité, c'est que j'étais un voleur et un lâche. Laurent Garnier valait 100 fois plus que moi. Il avait des principes. Quand il m'a vu voler, il aurait pu fermer les yeux comme tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi l'honnêteté, et moi, j'ai choisi la lâcheté. Ces 40 ans, chaque jour, j'ai vécu avec son fantôme. Je voyais son visage dans mes rêves. J'entendais le bruit de sa tête heurtant ce billot. Je me réveillais en sueur, en criant. Ma femme pensait que je faisais des cauchemars à cause du stress du travail. Elle ne savait rien, mes enfants ne savaient rien. J'ai porté ce secret seul, et ça m'a dévoré de l'intérieur. Quand la police est venue me voir, j'ai ressenti du soulagement. Enfin, le mensonge prenait fin. Enfin, je pouvais dire la vérité. Je sais que je vais passer mes dernières années en prison. C'est juste, ce n'est même pas assez, mais au moins Laurent Garnier peut enfin reposer en paix. Au moins, sa famille sait. C'est tout ce que je peux leur donner maintenant. Les délibérations durent 6 heures. Le verdict tombe le 15 novembre 2018. Henri Fontaine est reconnu coupable d'homicide involontaire et de recel de cadavres. Compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa coopération avec la justice, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis et une peine de prison ferme de 2 ans. À 86 ans et en fauteuil roulant, il purgera cette peine dans un établissement pénitentiaire adapté. Certains trouvent la sentence trop clémente. Marc Garnier déclare aux journalistes « 2 ans pour 40 ans de mensonges, c'est ça la justice ». Mais d'autres comprennent la décision du tribunal. Comme le dit le président du tribunal dans son verdict, la justice ne peut pas rendre Laurent Garnier à sa famille. Elle ne peut pas effacer 40 ans de souffrance. Tout ce qu'elle peut faire, c'est reconnaître la vérité et punir le coupable de manière proportionnée. Laurent Garnier reçoit enfin des funérailles dignes le 3 décembre 2018. La cérémonie se déroule au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Colette a choisi une pierre tombale simple avec l'inscription « Laurent Garnier, 1946-1978, époux aimant, père dévoué, enfin retrouvé ». Plus de 200 personnes assistent aux funérailles, dont beaucoup ne connaissaient pas Laurent, mais ont été touchés par son histoire. Yves Blanchard est présent, les yeux rouges. Il dépose une gerbe de fleurs sur la tombe. « Pardon, mon ami », murmure-t-il. J'aurais dû être plus courageux. Henri Fontaine, emprisonné, a demandé l'autorisation d'assister aux funérailles. Sa demande a été refusée, mais il a envoyé une couronne avec une carte. À Laurent Garnier, l'homme honnête que je n'ai jamais été. HF. Dans les mois qui suivent, l'affaire continue de fasciner le public. Des documentaires sont réalisés, des livres sont écrits. L'histoire de Laurent Garnier devient un symbole des secrets que peuvent garder les murs, du poids de la culpabilité et de l'importance de dire la vérité, même quand elle est terrible. Des psychologues analysent le cas dans les médias, expliquant comment un être humain peut vivre avec un tel secret. Des experts en construction expliquent comment il était techniquement possible de créer une cavité invisible dans un mur. L'affaire soulève aussi des questions sur les pratiques de l'époque. Comment les chantiers étaient-ils surveillés? Comment empêcher qu'une telle tragédie se reproduise? Colette continue sa vie, plus sereine maintenant. Elle visite régulièrement la tombe de Laurent, lui parle, lui raconte les dernières nouvelles de Marc et de ses petits-enfants que Laurent n'a jamais connus. « Tu me manques », lui dit-elle souvent. « Mais au moins, je sais où tu es maintenant. Et ça, c'est plus que je n'ai eu pendant 40 ans. » Marc, après des années de thérapie, commence à faire la paix avec le passé. Il nomme son 3e enfant, né en 2019, Laurent, en l'honneur du grand-père que cet enfant ne connaîtra jamais. « C'est ma façon de m'assurer que papa ne sera pas oublié », dit-il. Henri Fontaine meurt en prison en avril 2020, d'une pneumonie. Il a 67 ans. Ses derniers mots, rapportés par un gardien, sont « Laurent, je viens te rejoindre. J'espère que tu pourras me pardonner maintenant. » Son corps est incinéré discrètement. Aucun membre de sa famille n'assiste à la cérémonie. L'immeuble de la rue Sergent-Michel Berthet, entre-temps démoli, est remplacé par un complexe résidentiel moderne.
Une petite plaque commémorative est installée à l'endroit où se trouvait l'ancien troisième étage. Ici, Laurent Garnier, 1946-1978, a travaillé son dernier jour. Que son histoire nous rappelle l'importance de la vérité et de la justice. Cette affaire nous montre comment la lâcheté d'un instant peut créer des décennies de souffrance, et comment la vérité, même découverte tardivement, peut apporter une forme de paix. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signaux tout au long de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ce type d'affaires.